On a du nouveau dans l'affaire Epstein. Les Clinton, c'est-à-dire l'ancien président et sa femme, acceptent d'être auditionnés. D'un autre côté, le FBI ressort les images de son autopsie qui confirment sa mort. Mais au même moment, il y a certains éléments qui disent qu'il ne serait pas mort finalement. Donc ces éléments sont mis en scène pour le faire passer pour mort depuis 2019. Une photo présentée comme la sienne a circulé sur les réseaux sociaux où on le voit marcher bien vivant dans les rues d'Israël. Abonnez-vous, likez et partagez, j'explique tout sur Pensez le Monde. L'ancien président américain Bill Clinton et son épouse Hillary Clinton, qui elle était l'ex-secrétaire d'État, ont officiellement accepté de venir témoigner dans le cadre de l'enquête parlementaire liée à Jeffrey Epstein, un délinquant sexuel aujourd'hui décédé. Cette décision intervient à quelques jours d'un vote crucial qui devait trancher une question sensible. Est-ce qu'il faut condamner le couple pour outrage criminel après leur refus prolongé de se présenter devant la commission de surveillance de la Chambre des représentants? Et ce, malgré des mois de bras de fer contre eux. Bill Clinton a bien connu Epstein. Il a même avoué. Il affirme toutefois n'avoir jamais été au courant de ses crimes, il n'était au courant de rien. Et il soutient avoir rompu tout lien avec lui. Il y a une vingtaine d'années déjà. Donc, ce qui s'est passé après, ça ne le concerne pas. À ce stade, la date exacte de l'audition n'a pas encore été fixée. Mais une chose est sûre, ce serait la première fois depuis 1983, c'est-à-dire l'époque de Gerald Ford, qu'un ancien président américain va témoigner devant une commission parlementaire. Autrement dit, l'événement est rare. C'est même presque historique vu que ce sera la deuxième fois. Pendant longtemps, les Clinton ont résisté aux demandes de comparution, expliquant qu'ils avaient déjà livré sous serment toutes les informations limitées qu'ils détenaient sur Epstein. Donc, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Ils n'ont pas à reparler de ça. Ils ont également rejeté les assignations judiciaires émises par la commission, les qualifiant de manœuvres politiques destinées à humilier des adversaires, selon eux, sur instruction du président Donald Trump. En clair, pour eux, ce n'est pas une quête de vérité, mais un coup politique, une manière de les humilier. Face à ce refus, la commission de surveillance de la Chambre, contrôlée par les républicains, a franchi un cap. À la fin du mois dernier, elle a approuvé une procédure visant à sanctionner les Clinton pour outrage au Congrès avec un soutien inattendu de plusieurs élus démocrates. Le 31 janvier 2026, les avocats du couple ont alors proposé une solution intermédiaire. Un témoignage limité, centré principalement sur un entretien de 4 heures avec Bill Clinton. Mais cette opposition n'a pas rassuré le président de la commission, James Comer, qui craignait que l'ancien président n'élude les questions et ne fasse durer l'échange à l'infini. Finalement, le 2 février au soir, Angel Urania, chef de cabinet adjoint de Bill Clinton, a confirmé sur X que le couple se présenterait devant la commission. Ils ont négocié de bonne foi, a-t-il écrit dans un message adressé directement à la commission. Ce qui n'est pas votre cas, accusant la commission maintenant. Il a ajouté que les Clinton avaient déjà déclaré sous serment tout ce qu'ils savaient, mais que cela n'avait pas visiblement suffi. Quoi qu'il en soit, l'ancien président et l'ancienne secrétaire d'État sont là, prêts à témoigner, et ils sont même d'ailleurs prêts à établir un précédent censé, selon eux, s'appliquer à tout le monde à partir de maintenant. Par la suite, il a été annoncé que l'examen par les parlementaires des résolutions visant à mettre en accusation les Clinton serait finalement repoussé. La présidente de la commission des règles de la Chambre, Virginia Fox, a expliqué que la commission de surveillance avait besoin de temps supplémentaire pour comprendre clairement à quoi les Clinton s'engagent réellement. En clair, histoire d'éviter un malentendu du genre « on vient mais on ne dit rien ». En fait, c'est ça l'idée, parce que les politiciens sont forts pour bavarder dans le vide. De son côté, James Comer a confirmé vouloir poser les choses à plat. Il a donc dit « Je vais clarifier précisément les termes de leur accord, puis discuter des prochaines étapes avec les membres de la commission. » Autrement dit, vérifier ce qui a été promis, noir sur blanc, avant d'aller plus loin. Établir vraiment l'ensemble de la procédure et des sujets qui vont être traités. Il faut souligner quand même qu'aucun des deux Clinton n'a été directement accusé d'actes illégaux par des victimes d'abus de Jeffrey Epstein. Bon, ça c'est ce qu'on nous dit, c'est ce que le FBI nous dit. On n'a aucune idée si c'est vrai ou pas. Tous les deux donc ont nié avoir eu la moindre connaissance des crimes de Jeffrey Epstein. Hillary Clinton, ancienne sénatrice, ex-secrétaire d'État et candidate démocrate à la présidentielle de 2016, affirme n'avoir jamais rencontré Epstein ni échangé même avec lui. Du côté de Bill Clinton, la situation est plus nuancée. Les registres du jet privé d'Epstein indiquent qu'il a effectué
4 vols internationaux à bord de cet avion entre 2002 et 2003. Après l'arrestation d'Epstein en juillet 2019, un porte-parole de l'ancien président avait reconnu ces déplacements, précisant qu'ils incluaient notamment des escales liées aux activités de la fondation Clinton. En résumé, des voyages présentés comme professionnels, pas des vacances entre amis. L'ancien président apparaît aussi sur plusieurs photos prises dans les propriétés d'Epstein. Images révélées dans un ensemble de documents rendus publics par le ministère de la Justice, conformément à une loi du Congrès américain imposant la divulgation de tous les éléments de l'enquête liés aux financiers aujourd'hui décédés. J'insiste que c'est le Congrès américain qui a ordonné la libération des fichiers Epstein, parce qu'il y a beaucoup qui pensent que c'est Donald Trump. Non, Donald Trump a été forcé. C'est le Congrès américain qui prend cette décision et pas Donald Trump. Sur l'une des photos, Bill Clinton nage dans une piscine. Sur une autre, il est allongé sur le dos, main derrière la tête, dans ce qui ressemble à un jacuzzi. Dans d'autres, il est proche de Epstein. D'autres, il y a des filles assises sur lui et j'en passe. Bref, on parle des images qui font forcément parler. Forcément. En décembre, au moment de la publication des photos, Angel Urania, porte-parole de Clinton, avait précisé qu'elle datait de plusieurs décennies et que Bill Clinton avait cessé toute activité avec Epstein bien avant que ses crimes ne soient révélés au grand public. En gros, des images anciennes sorties tardivement. Voilà, c'est comme ça que vous devez comprendre ça. Le mois dernier, les Clinton ont également adressé une lettre à James Comer pour critiquer la manière de conduire l'enquête sur Epstein. Selon eux, les décisions prises par les priorités fixées sous la présidence de James Comer ont empêché toute avancée sérieuse dans l'établissement des faits concernant le rôle du gouvernement. La lettre ajoute sans détour: il n'existe aucune implication crédible à vos actions si ce n'est la politique partisane. Autrement dit, pour les Clinton, l'enquête ressemble plus à un combat politique qu'à une recherche de la vérité. James Comer, de son côté, rappelle que les assignations adressées aux Clinton ont été approuvées à l'issue d'un vote bipartisan et martèle que personne n'est au-dessus de la loi. Voilà, ils ont souvent tendance à ressortir ce genre de phrases. Le républicain du Kentucky affirme aussi que les échanges avec l'équipe juridique de Bill Clinton durent depuis des mois. Je cite: nous leur avons donné à plusieurs reprises l'occasion de venir nous raconter, de nous consacrer une journée, mais ils n'ont fait que repousser et repousser. Ce qui laisse au minimum 2 lectures possibles. Soit les Clinton prennent le temps pour se préparer sérieusement, dossier par dossier, soit ils préfèrent simplement ne pas traiter cette affaire tout de suite. C'est tout, hein. Dans les 2 cas de figure, le temps joue et le dossier continue de s'alourdir. Autre élément important maintenant, on a le gouvernement américain qui a rendu public les photos inédites montrant le corps de Jeffrey Epstein étendu sur une civière, pris en charge par les médecins juste après sa mort. Au total, 20 images ont été dévoilées, dont une grande partie est jugée trop brutale pour être diffusée au grand public. Ok. Les clichés accompagnent un rapport du FBI récemment déclassifié sur les circonstances de la mort d'Epstein en détention, ainsi que d'un rapport d'autopsie de plusieurs documents internes de l'administration pénitentiaire. Ces éléments font partie des millions de documents publiés par le ministère américain de la Justice dans le cadre de la dernière vague de divulgation du dossier Epstein. Pour rappel, Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule le 10 août 2019. Il était incarcéré au Metropolitan Correctional Center de New York et il était en attente de son procès pour trafic sexuel et complot. Le rapport du FBI récemment rendu public intitulé « Enquête sur la mort de Jeffrey Epstein » semble correspondre à une investigation menée par le bureau new-yorkais de l'agence. Le document comporte 23 pages, chacune portant clairement la mention « non classifiée ». Les documents non expurgés contiennent notamment des photos en gros plan du cou de Epstein sur lesquelles il y a des blessures visibles qui apparaissent. On y retrouve aussi des détails précis sur l'autopsie ainsi que d'un rapport psychologique décrivant son état mental dans les jours ayant précédé sa mort. Plusieurs photos montrent Epstein allongé sur une civière pendant que les médecins tentent de le réanimer. Elles sont datées du 10 août 2019 et eurodatées à 6h49 heure locale, soit environ 16 minutes après la découverte de son corps inanimé dans la cellule. Le lieu exact n'est pas clairement indiqué, mais Epstein ayant été transporté à 6h49 vers un hôpital voisin où son décès a été officiellement constaté, il est très probable que les images ont été prises sur place, dans l'hôpital là. 3 autres photos mentionnées comme ayant été prises dans un hôpital montrent un gros plan de sa tête et des blessures visibles de son cou. Son nom apparaît sur chaque image, mais avec une erreur d'orthographe sur certaines pages. Parce que sur certains documents, il est écrit Jeffrey au lieu de Jeffrey.
Un détail qui ne manque pas d'interpeller un certain nombre de personnes. Des officiels ont fait des recherches d'images inversées sur les clichés récemment publiés et n'ont trouvé aucune trace de leur diffusion publique avant le 30 janvier 2026. D'autres éléments viennent confirmer leur authenticité, notamment un rapport d'autopsie de 89 pages déposé par le ministère de la Justice et le bureau du médecin légiste en chef de New York, ainsi que des échanges de courriels internes entre le FBI contenant les mêmes images mais expurgées. Certaines parties du rapport post-mortem rédigé par le médecin légiste figurent également dans ces documents, notamment dans les scans révélant 2 fractures du cartilage thyroïdien au niveau du cou de Epstein. Le rapport du FBI inclut aussi un calendrier détaillé de 6 pages retraçant l'ensemble de sa détention au Metropolitan Correctional Center depuis son arrestation fédérale le 6 juillet 2019 jusqu'à sa mort. Le calendrier révèle qu'Epstein avait été placé sous surveillance anti-auto-élimination, donc sous surveillance qui empêche justement de faire ce qu'il a fait, parce qu'il avait déjà fait une tentative le 23 juillet 2019. À l'époque, il avait accusé son compagnon de cellule, Nicolas Tartaglione, un ancien policier poursuivi pour meurtre. Il avait donc accusé ce Nicolas d'avoir tenté de le tuer. Lors d'un entretien avec un psychologue le lendemain, Epstein affirme n'avoir eu aucune intention de s'auto-éliminer et avoir déclaré qu'il serait fou de mettre fin à ses jours. Le 25 juillet, il aurait même expliqué être trop investi dans son affaire. Il voulait se battre juridiquement et reprendre sa vie en main. D'autres documents publiés par le ministère de la Justice montrent que le directeur de la prison avait recommandé qu'Epstein ne soit pas détenu seul. Il insistait également sur une nécessité de contrôler toutes les 30 minutes la cellule de Epstein et de faire des rondes à l'intérieur de cette cellule de manière totalement imprévue. Pourtant, son compagnon de cellule a été libéré la veille de sa mort, dans la nuit du 9 août 2019. La même nuit, les gardiens n'ont pas effectué la ronde prévue à 3h et à 5h du matin. Et comme par hasard aussi, selon les registres de la prison, le système de vidéosurveillance de l'unité était en panne. Le corps d'Epstein a finalement été découvert lors de l'inspection matinale. Les gens établissent ce genre de plan et de synchronisation pour s'évader de prison. Lui, il le fait pour s'auto-éliminer. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des plans que quand les gens font, c'est pour une action précise. Et pour l'action de Epstein, c'est pas le genre de plan qu'on met en place. Au moins, on est d'accord là-dessus. Une seconde version du rapport du FBI, expurgé, donc déclassifié, a été réduite à 17 pages. Ça a été rendu public dans les dossiers Epstein. Sauf que cette version ne contient ni le rapport psychologique, ni le calendrier de détention, ni toutes les images. Voilà, tout ça a été censuré. La raison exacte de la publication simultanée des versions expurgées et non expurgées reste floue. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Le ministère américain de la Justice a été sollicité pour réagir face à ces révélations. Le FBI, de son côté, a refusé tout commentaire. Maintenant, selon les théories qui circulent, parce que quelqu'un ne peut pas préparer un tel plan pour s'auto-éliminer. Donc, selon les théories qui circulent, Jeffrey Epstein ne serait pas mort. Il vivrait tranquillement en Israël et passerait même du temps à jouer à Fortnite. Les partisans de cette rumeur s'appuient sur plusieurs éléments apparus dans les documents récemment déclassifiés. On y retrouve notamment le pseudo Little Jeff, qui aurait été utilisé en 2019 pour acheter des V-Bucks, la monnaie virtuelle de Fortnite, via une adresse mail associée à Epstein. Ce même pseudo apparaît aussi dans un autre reçu de service, ce qui a suffi à allumer des étincelles. En poussant la curiosité un peu plus loin, certains ont vérifié ce compte via Fortnite Tracker. Résultat, une activité de jeu enregistrée après la date officielle de la mort d'Epstein en 2019. Pour eux, c'est ce détail qui a fait tout basculer. Et comme si ça ne suffisait pas, la géolocalisation du profil situe le joueur en Israël. En gros, un point de repère et de stabilisation de Epstein. Parce qu'il était de notoriété publique, il travaillait avec le Mossad. Autre élément jugé suspect par les internautes. Au moment précis où l'histoire a commencé à se propager sur les réseaux sociaux, le compte serait soudainement passé en privé. Et au même moment, il y a plusieurs références le concernant qui auraient disparu des Wayback Machines. Ce qui renforce l'idée d'un grand nettoyage express. Pour ceux qui savent, ce genre de coïncidence n'est jamais vraiment une coïncidence. Enfin, pour ajouter une couche au récit, il y a certains qui affirment avoir récemment aperçu Jeffrey Epstein en Israël, ou du moins une personne qui lui ressemble fortement, mais avec de la barbe. Et cette personne était escortée par les gardes du corps. Il n'y a aucun élément vérifiable à ce stade, mais suffisamment d'éléments pour alimenter la rumeur et faire tourner la machine. Bref. Entre documents officiels, pseudo de gamers et captures d'écran disparus, la théorie mélange sérieux administratif et culture gaming. Pour l'instant, ça reste dans le domaine de la rumeur. Mais est-ce que vous y croyez ?
Ça peut aussi bien être un troll, c'est-à-dire une personne qui a fabriqué tout ça de toutes pièces, sachant que ça allait être relayé. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve une prochaine fois.